Adeptes de la grande toile, bonjour. Vous le savez certainement, il existe une amitié très forte entre trois réalisateurs mexicains qui ont pas mal marqué le cinéma du début du siècle. J'ai nommé Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro et Alejandro González Iñárritu. Les amigos, comme on les surnomme, ont d'ailleurs si bien fait leur trou qu'entre 2014 et 2018, ils sont tous les trois parvenus à décrocher l'Oscar du meilleur réalisateur avec Birdman, Gravity et La Forme de l'eau. Mais revenons une décennie plus tôt, en 2006 pour être précis. Cette année fut particulièrement faste pour les trois Mexicains, puisque sortaient en salle coup sur coup Babel, Les Fils de l'Homme et Le Labyrinthe de Pan, excusez du peu. D'ailleurs, selon Alfonso Cuarón, ces films peuvent être vus comme une trilogie. Et en effet, ils partagent des thématiques similaires, notamment la vision qu'ils offrent de mondes déliquescents dans lequel se débattent les personnages principaux et où la communication est devenue impossible. Des films éminemment politiques au sens le plus noble du terme. Si Babel ou Les Fils de l'Homme abordent frontalement la dimension politique de leur sujet, Le Labyrinthe de Pan, lui, semble prendre un chemin détourné, notamment via le conte de fées. Il n'en reste pas moins que Guillermo del Toro parvient à mêler le récit légendaire et les mythes anciens avec une véritable réflexion politique et historique. Et ça tombe bien, puisque c'est ce dont nous allons parler dans ce nouvel épisode du Ciné-Club de Monsieur Bobine. Le Labyrinthe de Pan raconte l'histoire d'Ophélia, une jeune fille férue de contes de fées qui accompagne sa mère dans les montagnes espagnoles pour rejoindre son beau-père. Mais dans un labyrinthe en ruine, elle rencontre un faune qui lui apprend qu'elle est en réalité la princesse perdue d'un royaume magique. Ainsi, pour retrouver sa place, la jeune fille doit surmonter 3 épreuves afin de prouver qu'elle est toujours immortelle. Jusque-là, on est sur du classique. Mais cette quête se déroule dans un contexte très particulier, puisque nous sommes en 1944, quelques années après la fin de la guerre civile espagnole. Et oui, le beau-père en question, le colonel Vidal, est un officier de la phalange, les SS locaux, et il est chargé de traquer et d'éliminer les dernières poches de résistance au franquisme après la fin de la guerre civile. Es la otra mano, Ofelia. Le Labyrinthe de Pan est donc un conte de fées puisant dans les récits classiques et les mythes anciens, d'Alice au pays des merveilles, aux métamorphoses d'Ovide, en passant par Perrault et les frères Grimm. Mais il s'agit également d'un véritable film historique qui propose sa vision d'une période troublée et complexe. Période que le réalisateur connaît bien, puisque la guerre civile espagnole a déjà servi de toile de fond à l'échine du diable. Cette dichotomie est d'ailleurs présente dès les premières images du film. Celui-ci s'ouvre sur un panneau expliquant le contexte historique, suivi immédiatement d'un plan sur une jeune fille ensanglantée et mourante. Mais le film enchaîne avec la voix douce du faune qui nous raconte l'histoire d'une princesse perdue. La rupture de ton qui s'opère entre ces deux ouvertures donne la note d'intention. Dans le Labyrinthe de Pan, l'histoire avec un grand H et les histoires des contes de fées sont intimement liées. Ainsi, la figure mythique du mal s'incarne dans la figure historique du fascisme. Pour illustrer la manière dont ce mal s'empare des corps et des esprits, Guillermo del Toro va utiliser le colonel Vidal comme un archétype, à la fois croque-mitaine et incarnation de cette idéologie. La première apparition du phalangiste est parlante. Elle est précédée par un gros plan sur sa montre, ce qui définit immédiatement le personnage de Sergi Lopez comme quelqu'un de précis et de ponctuel. 15 minutos tarde. Elle révèle également sa froideur mécanique, comme il s'y a à tout fasciste qui se respecte. Mais cet objet a une autre signification. En effet, transmise par son père mort au combat, elle représente à la fois la pulsion de mort et de vie qui anime le personnage. Et oui, en marquant à la fois l'heure de la mort de son géniteur et en indiquant le temps qui lui reste à vivre, elle agit comme un memento mori. Cette formule signifiant « souviens-toi que tu vas mourir » désigne les œuvres ou les objets rappelant que la vie a une fin et qu'il faut sans cesse se préparer à la mort. Dans le domaine du conte, par exemple, le crocodile issu de Peter Pan est un memento mori célèbre. Le tic-tac de l'horloge qu'il a avalé et son envie de dévorer le capitaine Crochet est un rappel implacable de la mortalité. La montre de Vidal incarne elle aussi cet horizon à la fois redouté et attendu, car la mort héroïque, la bonne mort, est un des idéaux romantiques du fascisme. Elle pousse ses membres à se sacrifier au nom d'une cause transcendante, d'un monde nouveau et pur. Venga, Serrano, sin miedo. Que esta es la única forma decente de morir. Mais cette montre est également symbole de vie parce qu'elle incarne la transmission et la volonté d'avoir une descendance, une véritable obsession pour le colonel qui ira jusqu'à sacrifier sa femme pour atteindre ce but. Vidal vient d'ailleurs du latin vitalis, qui signifie ce qui est lié à la vie. Cet élan de vitalité est un élément central de l'idéologie fasciste. Et oui, les jeunesses hitlériennes, l'importance du sport, la glorification du corps puissant et le culte de la race pure en témoignent. Comme pour son idéologie, cette énergie est une force pour le colonel. En effet,
Vidal est bel homme, toujours élégant, il est courtois et maîtrise parfaitement l'art oratoire. D'ailleurs, comme le dit Del Toro lui-même, un des dangers du fascisme et un des dangers du mal véritable dans notre monde est qu'il est très attirant. Ainsi, le colonel est souvent présenté en contre-plongée, dominant les autres, beau dans sa cruauté, sa minutie et ses uniformes impeccables. Les scènes de toilette en débardeur et bras de chemise peuvent d'ailleurs évoquer Marlon Brando dans un tramway nommé Désir, et dégagent à la fois un certain érotisme viril et une très forte pulsion de mort. Bah oui, ces héros c'est Thanatos quoi. Car au-delà du pouvoir d'attraction et de la fascination qu'il peut exercer, l'arme de prédilection du fascisme est la violence, en particulier dans l'Espagne franquiste. En effet, contrairement à l'Allemagne nazie ou à l'Italie de Mussolini, ce ne sont pas des mouvements de masse qui ont porté les franquistes au pouvoir, mais bien une guerre civile. Et les années qui suivirent la défaite des républicains n'ont pas vu de ralentissement dans l'exercice de cette violence employée à des fins politiques. Car après que la victoire militaire soit proclamée par Franco le 1er avril 1939, se met en place une répression implacable visant à laminer les dernières poches de contestation et à éradiquer les dissidents afin de faire renaître une Espagne fantasmée, unie et rassemblée derrière un chef charismatique. Comme souvent dans ce genre d'entreprise totalitaire, la répression implique une déshumanisation des individus allant à l'encontre de l'idéologie au pouvoir, et plus globalement, de celui ou celle qui est différent. Qu'il s'agisse de différences religieuses, ethniques ou politiques, l'autre ne doit plus être considéré comme un être humain. Cette dimension apparaît dans le film à travers la brutalité avec laquelle Vidal traite ceux qui s'opposent à lui. On remarque d'ailleurs que les violences exercées sur ses ennemis par le colonel visent le plus souvent leur visage. Lástima. Si l'on en croit le philosophe Lévinas, cette partie du corps est celle qui permet de rentrer en relation avec un autre être humain. Le fait qu'il s'agisse d'une zone à la fois vitale et particulièrement vulnérable nous rend également responsables vis-à-vis de celui que nous regardons en face. C'est du visage que naît l'empathie et les obligations morales. En détruisant littéralement la face du chasseur ou du résistant bègue, le colonel Vidal leur retire leur humanité et les rabaisse symboliquement au niveau de choses dont on peut disposer. C'est cette logique portée à l'extrême qui entraîne la mise en place de la solution finale par le Troisième Reich. Le plan sur les vêtements d'enfants dans la pièce de l'homme pâle n'est d'ailleurs pas sans rappeler les amoncellements d'affaires appartenant aux victimes des camps de la mort. Face à cette barbarie, il existe cependant des personnes faisant le choix de ne pas obéir et de faire preuve d'altruisme. Dans une des premières scènes du film, Ophélia, qui s'éloigne de la voiture malgré les ordres de sa mère, trouve un visage de pierre défiguré qu'elle parvient à réparer. C'est grâce à cet acte d'empathie que la première fée va la guider vers le labyrinthe où elle rencontre le faune qui doit lui faire retrouver sa place parmi les siens. La générosité et la force d'Ophélia, qui ira jusqu'à se sacrifier pour éviter qu'un innocent ne soit blessé, fait d'elle la parfaite antithèse du colonel Vidal. Plus globalement, la rencontre avec le faune et les épreuves que la jeune fille doit traverser tout au long du film sont autant d'étapes qui lui permettent à la fois de se libérer de l'emprise néfaste de ce qu'est devenu pour elle le monde réel, et de s'affirmer en tant qu'individu libre et maître de ses décisions. La toute première épreuve, qui consiste à libérer un arbre d'un crapaud, peut ainsi être vue sous différents angles. Il s'agit pour Ophélia de délivrer un arbre, source de vie, d'un parasite qui le fait pourrir de l'intérieur. Pour cela, la jeune fille doit littéralement se salir les mains et renoncer à être l'enfant parfaite dont rêvent sa mère et son beau-père. Ce qui est loin d'être anodin, puisque la place de la femme dans une société patriarcale est une des thématiques majeures du film. Te estás haciendo mayor y pronto entenderás que la vida no es como en tus cuentos de hadas. El mundo es un lugar cruel y eso vas a aprenderlo. La mère d'Ophélia en est le meilleur exemple. Enfermée dans son rôle de reproductrice, elle n'a même plus le droit de marcher et est condamnée à utiliser un fauteuil pour se déplacer. Elle est néanmoins une victime consentante, ne remettant jamais en cause la domination de son mari. Malgré tout, le personnage d'Ophélia et de Mercedes montre des possibilités d'émancipation, que ce soit à travers une action directe et violente pour la résistante, No serás el primer cerdo que degüella. ou par des moyens plus détournés par la jeune fille, comme lorsqu'elle utilise une mandragore pour sauver sa mère, mobilisant ainsi des savoirs anciens qui évoquent directement la sorcellerie. Pour revenir à l'épreuve du crapaud, il s'agit de se salir, du moins aux yeux de la société, pour accomplir le bien, mais également pour se libérer soi-même. L'entrée dans l'arbre par une fente très organique peut ainsi évoquer pour la jeune fille l'entrée dans l'adolescence et la découverte de soi. Mais aux yeux des figures d'autorité patriarcales présentes au repas, cette attitude mêlant désobéissance et émancipation est inacceptable. Les institutions dominantes que sont le père, mais également l'État et l'Église ne peuvent accepter une personne impure à leur table. On peut ici s'arrêter un instant sur le rôle et la représentation de l'Église dans le film. Elle semble au premier abord très réduite, le prêtre ayant un rôle mineur, et la symbolique du film lorgnant plutôt du côté du paganisme que du catholicisme.
you would need to freeze frame, but every doorway in the house has a fawn. Pourtant, le Mexique dans lequel Guillermo del Toro a grandi est très religieux, et même s'il se dit athée, il n'a pas renié pour autant ses racines catholiques. Ainsi, il n'hésite pas à employer la symbolique chrétienne dans ses films. Par exemple, les insectes mutants de Mimic s'appellent les Judas, et leur première victime à l'écran est un prêtre. Ou encore, les fantômes de Crimson Peak évoquent la Santa Muerte. Bref, ce vaste fond culturel irrigue largement, parfois de manière explicite, parfois plus discrètement, le cinéma de Del Toro. Dans le cas du labyrinthe de Pan, l'église est d'abord incarnée par le prêtre. Si celui-ci ne prend la parole qu'à 2 occasions dans le film, pendant le repas et lors de l'enterrement de la mère d'Ophélia, ces prises de parole montrent bien la relation fusionnelle qui existait entre le clergé catholique et le franquisme à cette époque. Sachez d'ailleurs que la réplique de l'homme de foi à la table de Vidal est directement issue d'un prêche fait à des prisonniers républicains détenus dans un camp de concentration. A esa gente, Dios ya les ha salvado el alma. Lo que al cuerpo le suceda, bien poco le importa. À cette table ne sont donc acceptés que des fascistes ou des personnes aliénées. Trop libre, la jeune Ophélia est donc privée de repas. Le dîner nous entraîne directement vers la seconde épreuve, la plus effrayante, celle de l'homme pâle. Les 2 scènes sont en effet construites en miroir. Après avoir été forcée au jeûne, la fillette va désormais devoir résister à la nourriture. D'ailleurs, les décors et les valeurs de plan similaires à la scène précédente indiquent clairement les intentions du cinéaste. Mais la figure de l'homme pâle ne se limite pas à une allégorie de Vidal, ou même du fascisme en général. On peut distinguer d'autres influences derrière ce monstre fascinant. Ainsi, il évoque au premier abord les ogres dévoreurs d'enfants. Les scénettes peintes sur le mur viennent d'ailleurs renforcer ce sentiment. Mais ces images, dans leur arrangement et dans leur style, peuvent également faire penser à des stations d'un chemin de croix. De même, les yeux posés sur un plateau sont un des attributs de Sainte Lucie et sont présentés comme une relique. Enfin, les trous dans les mains de l'homme pâle ressemblent à des stigmates évoquant, si ce n'est le Christ lui-même, au moins un saint recevant ses blessures en signe de son élévation spirituelle. La tanière de l'homme pâle est donc une sorte d'église dégénérée, montrant le véritable visage d'une institution ayant largement collaboré avec la dictature franquiste. La version donnée par Del Toro lui-même va d'ailleurs dans ce sens, le monstre représente le mal institutionnel. L'épreuve est également l'illustration d'une réalité beaucoup plus terre-à-terre, car au moment où se déroule le film, la péninsule ibérique était confrontée à de gros problèmes de pénurie. Ce contexte est distillé par touches dans le film, à l'image des problèmes de ravitaillement. Les files de villageois attendant de la nourriture en écoutant la propagande du régime. L'importance de la réserve dans le récit, et bien sûr la deuxième épreuve, sont des illustrations du fait que l'on mourait de faim dans l'Espagne des années 40. Il est donc plus facile de comprendre l'attitude d'Ophélia face au festin interdit quand on sait qu'elle a probablement subi d'importantes privations au cours de ces dernières années. La dernière épreuve qui se déroule dans le labyrinthe met finalement face à face les 2 personnages principaux du film. Recoged a vuestro hermano y traédmelo al laberinto lo antes posible. Alteza. On remarque alors que Vidal et Ophélia ont quasiment le même objectif. En effet, la jeune fille souhaite retrouver sa vraie famille dans un royaume magique, Una princesa. tandis que le colonel veut vivre avec son fils dans une Espagne unie où l'ordre règne. Et les 2 personnages sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Si tiene que escoger, salve al niño. Ese niño llevará mi nombre y el nombre de mi padre. Sálvelo a él. Vidal n'a aucun scrupule quand il s'agit de détruire tout ce qui s'oppose à lui, et Ophélia a risqué sa vie plusieurs fois pour parvenir à ce point fatidique. Leur destin sera d'ailleurs le même, puisqu'ils sont tous les 2 abattus. Mais les choix qui les ont menés à cette issue fatale sont radicalement différents. Le colonel a choisi la voie la plus facile, celle de la violence et de l'obéissance à une doctrine qui veut annihiler tout ce qui lui est étranger. Mais sa défaite est totale. D'une part parce qu'il ne connaît pas la bonne mort dont il rêvait, et d'autre part parce qu'il est condamné à l'oubli. En effet, son dernier fait d'armes est d'avoir lâchement abattu une enfant sans défense, puis il meurt misérablement en sachant que son fils, sauvé par une républicaine, ne saura rien de ses origines et pourra ainsi échapper à l'héritage mortifère que Vidal voulait lui léguer. Decidle que yo... Ni siquiera sabrá tu nombre. On peut d'ailleurs noter que cette scène fait probablement écho à un fait historique, celui des enfants enlevés à leurs parents dissidents par les autorités franquistes pour être élevés par des parents fidèles au régime. Cette affaire a été largement passée sous silence, même après la fin de la dictature, et est toujours d'actualité en Espagne, où de nombreux anciens enfants volés cherchent à connaître leurs origines. Cette inversion des rôles concernant le sort du bébé est peut-être un commentaire sur l'Espagne post-franquiste, désirant tourner la page et n'ayant pas vraiment fait la lumière sur un passé douloureux. Pour en revenir à Ophélia, contrairement au colonel Vidal, c'est bien son parcours et non sa nature qui la rend immortelle et lui permet de retrouver sa place sur le trône. Car le labyrinthe est avant tout un lieu de cheminement.
Pour elle, la demande de la divinité est inacceptable. El portal solo se abrirá si derramamos en él sangre inocente. Solo un poco de sangre. Contrairement à Abraham qui accepte les ordres de son Dieu et manque de sacrifier son enfant, Ophélia préfère affronter la colère de personnages plus puissants qu'elle. Prometisteis obedecerme sin chistar. En refusant une fois de plus d'obéir, que ce soit au faune ou à Vidal, elle préserve un innocent. Son libre arbitre lui coûte la vie, mais c'est elle qui a une bonne mort. L'altruisme, l'imagination et la liberté dont fait preuve la jeune fille tout au long de son aventure lui ouvrent alors les portes de l'outre-monde dont elle a rêvé. Et le dernier plan du film donne lui aussi une note d'espoir, puisque même si Ophélia rejoint un autre monde, elle laisse sa marque de l'espoir dans le nôtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Facebook, YouTube, Twitter et même sur Instagram. Eh oui, on fait comme les jeunes maintenant. Et si vous êtes d'humeur généreuse, il y a notre cagnotte Tipeee. A très bientôt.